espérance de vie de 83,9 ans, cela signifie que 25% des femmes subiront des attouchements non consentis. Et cela inclut des enfants. Les petites filles, parce que 60% de ces victimes ont moins de 17 ans. Aux États-Unis, 1 sur 3 femmes a été victime de violences sexuelles et 1 sur 5 a été violée. Chez les Autochtones, ces chiffres atteignent 4 sur 10. À l'échelle mondiale, une femme sur 3 subit des violences physiques ou sexuelles de la part d'une partenaire intime. Aujourd'hui, nous avons 2 invités très spéciales à venir nous répondre à nos questions et donner leurs opinions. Donc, je vous présente Rokhaya Nania, qui est une élève de secondaire 3 dans le programme enrichi à Evangeline et un membre d'Envol Jeunesse. Bonjour. Selon toi, Rokhaya, parle-t-on vraiment assez de l'agression sexuelle? Non, pas vraiment. Selon moi, vu qu'il y a tellement de victimes autour du monde et que la plupart d'entre eux ont généralement honte de sortir et de pointer leur agresseur de la main, dans cette société-là, ça se voit qu'on ne donne pas un espace privilégié ou un espace de sécurité pour que tous puissent élever la voix contre leur agresseur. Ok. Ouais, à mon avis, tu as vraiment raison. Je crois qu'on ne donne pas un espace fiable, un espace sécuritaire à nos victimes. Bon, pour continuer, l'agression sexuelle, c'est tout acte sexuel non consenti. Cela peut aller aux caresses inappropriées jusqu'au viol. Donc, toute personne peut être victime malgré les circonstances, l'âge, l'endroit, n'importe quoi. Dans l'histoire, on trouve des cas de nécrophilie. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est des cas où des individus abusent sexuellement les cadavres de femmes mortes. C'est pourquoi certaines tombes, par exemple dans les pays comme l'Inde, les tombes sont protégées par des portes en métal. Lorsqu'une personne est victime d'agression sexuelle, une partie d'elle-même se brise. L'illusion d'être en sécurité, même chez elle, se dissipe. Qu'est-ce que toi t'en penses? Selon moi, c'est triste qu'une personne est capable de faire ça à une autre personne. Dans cette société-là, vu le grand nombre de personnes qui vivent ça chaque jour, chaque mois, chaque année, ça prouve à quel point notre société n'est pas faite pour tout le monde. Que seulement quelques personnes arrivent à y vivre sans difficulté, sans problème. Statistiquement, les agresseurs sont souvent des personnes de notre entourage par rapport à des personnes dans la rue. Donc, ça veut dire qu'il est crucial de rester vigilant et de ne pas faire aveuglement confiance à n'importe qui autour de nous. Même la mort n'offre pas de refuge. Des exemples, bon, il y a le harcèlement de rue, donc les commentaires inappropriés ou de regards insistants, le viol, donc la pénétration non consentie, la tentative de viol, les attouchements sexuels, toucher, caresser, pincer, n'importe quoi, la coercion sexuelle, ça veut dire l'utilisation de manipulation, de menaces pour obtenir des faveurs sexuelles. Et l'inceste, ce qui est des relations sexuelles avec un membre de sa famille. Les agresseurs sont la raison pour laquelle on dit souvent que l'enfer est vide, car tous les démons sont ici. Le consentement. C'est quoi le consentement selon toi? Le consentement, c'est le fait de donner un oui verbal qui n'est pas un silence, qui n'est pas un hochement de tête, qui est vraiment clair, que la personne elle est pas inconsciente, c'est clair, sans aucune raison, sans aucune manipulation derrière, sans aucune circonstance qui la force à cette situation-là. Le ou là, ça dépend de tout le monde. Ça peut aller à un attouchement inapproprié au viol. Ça veut dire ça varie. Et il y a certains cas qu'on peut dire oh c'est pas vraiment d'un acte sexuel parce que ce n'est pas du viol ou bien des trucs similaires. Donc tout le monde peut être victime d'agression sexuelle, peu importe son genre, son âge ou les circonstances. Donc le consentement ne peut pas être présumé, le silence ne signifie pas oui, secouer la tête ne signifie pas oui. Le consentement doit être verbal, si possible, et donné par une personne lucide. Cela veut dire, si une personne est sous l'influence de la drogue ou de l'alcool, elle ne peut légalement pas donner son consentement. De même, une personne inconsciente ne peut pas donner son consentement. Le consentement ne doit jamais être présumé.
forcée ou manipulée. Au Canada, l'âge légal est minimalement 16 ans pour consentir à une activité sexuelle. Cependant, il existe certaines exceptions. Par exemple, une personne âgée de 12 à 13 ans peut consentir à une relation avec une personne de 2 ans, son aîné, et tout écart par rapport à cette limite est considéré comme illégal, qui peut mener à une sentence de 14 ans en prison. Une personne âgée de 14 à 15 ans, donc environ comptée en secondaire 3, secondaire 4, tu peux consentir à une relation avec une personne de 5 ans de plus. Là encore, toute violation à cette limite peut mener à une pénalité de maximum 14 ans en prison. Le consentement est impossible dans les situations de dépendance ou d'autorité, comme entre un enseignant et un élève. De plus, un employeur et un employé. Tout déséquilibre de pouvoir rend donner le consentement difficile. Le consentement, un petit rappel, le consentement est donné à chaque fois et non qu'une seule fois. Rokhaya, est-ce que tu peux peut-être en parler un petit peu de l'impact sur la victime? Il y a plusieurs impacts. Il y a premièrement, psychologiquement, les victimes peuvent souffrir de stress post-traumatique avec des symptômes tels que le flashback, l'évitement des situations qui peuvent déclencher des souvenirs traumatiques, l'hypervigilance. Elles peuvent ressentir une gamme d'émotions intenses telles que la colère, la tristesse, la dépression, la honte, la culpabilité et la perte de confiance. Certaines victimes peuvent se sentir engourdies et détachées du monde réel. Physiquement, les victimes peuvent présenter des blessures physiques internes et externes. Elles peuvent également souffrir d'insomnie et de cauchemars. Socialement, les victimes peuvent éprouver des difficultés à maintenir des relations amicales et intimes. En raison d'un manque de confiance, elles peuvent se sentir isolées et développer des comportements d'évitement, tels que l'abus des substances, et les troubles alimentaires. Ouais, bon, par exemple, si quelqu'un a été violé pendant qu'elle dormait, ça se peut qu'elle sent une sorte de peur par rapport au sommeil. Les victimes ont tendance de sentir les mains sales de leurs agresseurs sur eux en tout temps. C'est comme si ça ne s'arrêtait jamais. Si vous voyez qu'une victime commence à se retirer des relations, il faut être compréhensible et patiente avec la personne. Pour continuer, si vous constatez des changements de comportement chez une personne de votre entourage, essayez d'en parler avec elle et l'aider à obtenir du soutien. N'hésitez pas de contacter une ligne d'urgence, un organisme d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, la police, un thérapeute. Et ceux qui vont à l'école, il y a le TES, il y a la direction, il y a plein de gens qui sont là pour t'aider, tes enseignants, tes enseignantes, plein de gens. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes ont vécu ce traumatisme. Cherchez de l'aide. Continuez de voir la vie en jaune plutôt qu'en noir et blanc. Le rôle du système juridique. Le système juridique canadien joue un rôle très important, crucial dans la lutte contre l'agression sexuelle. Les lois pénales visent à punir les agresseurs et à dissuader les futurs crimes, tandis que les lois civiles permettent aux victimes d'obtenir réparation. Si on rentre plus dans l'impact des médias sociaux et la culture populaire, Rokhaya. Les médias et la culture populaire peuvent avoir un impact signifiant sur la perception de l'agression sexuelle. Les stéréotypes. Les médias peuvent souvent présenter les victimes d'une manière stéréotypée, ce qui peut contribuer à la culture du blâme de la victime et décourager les personnes à dénoncer leur agresseur. La violence. L'exposition constante à la violence, y compris la violence sexuelle dans les films, les émissions de télévision, les vidéos musicales et les jeux vidéo peuvent désensibiliser les spectateurs et normaliser les comportements nuisibles. L'objectification. Les médias objectifient souvent les femmes et d'autres groupes de marginalisation. Les réduisant souvent à leur apparence physique, right? Ouais. Et à leur disponibilité sexuelle. Et tu crois que ça c'est bien? Quand on réduit les femmes à souvent leur corps au lieu de leur trait de personnalité et leur caractère. C'est terrible en fait, c'est inimaginable. C'est le fait que c'est normalisé partout dans le monde, n'importe où, n'importe quand. Ouais, ça fait partie des entraves de dialogue, donc une généralisation abusée. Donc ça veut dire les médias sociaux peuvent être vus sous une bonne lumière aussi.
En tant que petite fille, on nous apprend à être parfaite, ni trop mince, ni trop grosse, ni trop brillante, ni trop sombre, ni trop grande, ni trop petite. Être confiante, mais ne pas parler trop, garder ça à nous-mêmes. On nous apprend à ne pas créer le beau chaos que nous, on appelle la vie, mais plutôt à nous conformer dans une ligne droite que la société a formée pour ressembler davantage à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux et aux normes sociétales que nous, on appelle les standards. Les médias sociaux, comment pourraient les victimes les utiliser? Je sais pas si tu es au courant, mais dans plusieurs plateformes, TikTok, Instagram, il y a des personnes qui viennent hors de leur zone de confort et viennent pointer du doigt leur traumatisme, la personne qui a fait cela. Et je trouve ça vraiment admirable. Si une personne va de l'avant et montre du doigt, plusieurs personnes vont ressentir ensuite le courage pour à leur tour pointer du doigt la personne qui leur a fait du mal. Cela va aussi dans les relations, ouais, ça va partout, dans n'importe quelle situation. Chaque point positif a un point négatif, inévitablement. Personne dans le monde est nécessairement genre bien. C'est beaucoup. Donc, nous, on revient avec une autre invitée après la pause. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et CanalSat. Des dépôts bancaires, recharge de cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au plus 1 888 595 23 plus 1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit, fiable et rapide. J'espère qu'on ne vous a pas trop manqué. Pour continuer, on a une invitée très spéciale, Madame Florette Dongué, qui est la présidente de l'Envol Jeunesse. Oui, tout à fait. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on a commencé à un peu parler de l'agression sexuelle, des droits des femmes et tout. On aimerait vous demander, comme étant dans une poste aussi haute, comme directrice adjointe à une école, est-ce que c'est difficile d'être dans un poste si privilégié en tant que femme? Je dirais pas que c'est difficile. C'est pas un défi d'être dans un poste comme celui que j'occupe en ce moment. Je dirais que c'est un privilège d'occuper ce type de poste parce que je vais approcher beaucoup de personnes, je collabore avec beaucoup de gens, j'ai des jeunes, des parents, des profs. Bref, j'ai beaucoup de personnes avec qui je collabore et j'adore faire ça. Nous, on en parlait une fois entre les jeunes à Envol Jeunesse et on a vu que souvent, comme on est tous pas mal immigrants, on a cette idéologie plutôt limitée où souvent on dit les filles devraient plus être dans leur rôle traditionnel et les garçons dans leur rôle traditionnel. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oh my God, si je devais être dans mon rôle traditionnel de femme, parce que moi je peux en parler toute une journée, j'ai été élevée traditionnellement. C'est vrai que j'ai vécu avec une maman qui était déjà en emploi depuis que je suis née. J'ai vu des femmes travailler. Ma mère était enseignante, devenue directrice d'école. Donc pour moi, c'était tout naturel de voir des femmes en emploi. Donc, c'est pas une conception que je pose facilement que de se dire les femmes doivent nécessairement être à la maison à s'occuper des enfants. Si c'est ça qu'on appelle la conception traditionnelle du rôle de la femme. Moi, personnellement, je pense que au 21e siècle, les jeunes filles doivent se considérer comme des personnes en part entière, se sentir épanouies. Moi, je travaille avec les jeunes depuis des années et puis mon rôle vraiment dans l'Envol Jeunesse, c'est de permettre à tous les jeunes, peu importe son genre, peu importe
sa couleur, de s'épanouir, que ce soit professionnellement, que ce soit individuellement, dans sa vie personnelle, avec ses relations avec les autres. Donc, que ce soit des relations saines. Alors, de dire qu'une femme doit être relayée au plan de rester à la maison, pour moi, c'est réducteur. C'est vraiment nier tout le talent, toute la valeur de la femme de nos jours. Mais il y a des femmes qui font le choix parce que on sait qu'on peut avoir un droit, mais on peut avoir le choix de rester à la maison, s'occuper de ses enfants si on en a, ou d'aller travailler, ou combiner les deux. Parce qu'il y a des femmes de nos jours qui, comme moi, ont des enfants et qui travaillent. Et là, il faut vraiment que tu saches allier ton travail et ta famille. Donc, c'est ça la vision que j'ai, parce que moi, je le fais, c'est la vision que je veux pour les jeunes filles de nos jours. Voilà ce que je pense par rapport à ça. Moi, si on revient un peu à nos moutons et à ce qu'on parlait, donc la violence sexuelle et tout, Oui. selon vous, quels sont les obstacles qui empêchent les victimes à venir dénoncer leur situation? Mon Dieu, comme toute victime, c'est très, très difficile. Encore là, victime d'agression sexuelle, c'est quelque chose de très, très grave. Et les personnes qui vivent ça, ou toute personne, ça ressemble beaucoup à l'intimidation. Les personnes qui vivent ça, déjà, ont un sentiment de honte. Dans ce sentiment de honte, de mauvaise estime que ça leur occasionne, ça peut les empêcher d'aller de l'avant, d'aller dénoncer. Mais parce qu'il faut être fort, parce qu'on détruit quelque chose en la personne qui est agressée. Ça veut dire qu'elle soit une agression sexuelle ou une agression simple ou même juste de l'intimidation. On détruit l'estime de la personne victime. Alors, ce faisant, la personne victime n'a pas le courage d'aller dénoncer. Il y en a qui vivent toute leur vie avec des agressions sans pouvoir le dénoncer. Mais tout ce que je peux dire aujourd'hui à toute personne, tout jeune, que ce soit une jeune fille, un jeune garçon, n'importe qui est agressé, que ce soit même un humain agressé, de prendre son courage à deux mains, d'aller dénoncer. Dénoncer à la police, parler à quelqu'un à qui il a confiance, parce que l'objectif, c'est de reprendre sa vie en main. Et tant qu'on n'a pas dénoncé les victimes et les violences qu'on subit, on ne peut pas devenir soi-même, je crois. En tout cas, c'est ce que je pense. Quelles seraient peut-être les ressources que les jeunes peuvent trouver à l'école s'ils sont victimes de ce type de situation? Déjà, juste victime de la situation, c'est vraiment, comme c'est un peu humiliant pour des personnes, c'est de trouver une personne en qui on a confiance, une personne significative à l'école. Généralement, c'est un adulte. Là, on a des services à l'école, dans les écoles, que ce soit primaire ou secondaire. On a les techniciens dans l'éducation spécialisée qu'on appelle plus souvent les TES. Alors, c'est des personnes qui vont intervenir auprès des jeunes très souvent pour leur permettre de comprendre que ce n'est pas normal de vivre certaines situations. Là, ce faisant, on peut s'ouvrir. Et en s'ouvrant à ces personnes, elle peut faire des démarches pour rassurer la victime et l'accompagner dans la dénonciation. Il y a les TES, mais il y a aussi les psychoéducateurs qui se trouvent dans les écoles, donc, qui recueillent aussi ce genre d'informations. Et je parle d'eux parce qu'ils sont vraiment embauchés pour ça. Mais ce n'est pas seulement eux, c'est tout adulte significatif auprès des jeunes qui peut recevoir la confidence qui va amener le jeune à se prendre en main et lui donner la confiance nécessaire pour affronter la situation. Moi, par exemple, j'en ai reçu des confidences des jeunes dans mon bureau, alors je vais les accompagner. Donc, je n'étais pas TES, je n'étais pas psychoaide. Mon rôle, c'est juste d'écouter puis d'accompagner, là, de rencontrer les personnes nécessaires, contacter la police, permettre à la victime de porter plainte pour vraiment que la personne soit prise en considération. Et c'est automatique.
quand la victime se plaint, la plainte, elle est prise. On est obligé, selon la loi, de croire automatiquement à la victime et de faire des enquêtes par la suite. Et on doit protéger la victime. Donc ça, c'est des choses que nous avons. Les profs aussi ont une oreille attentive. Donc c'est pas tous les profs, c'est vraiment, je dis, c'est chaque personne adulte significative auprès d'un jeune en qui il a suffisamment confiance pour aller se confier et de se dire la personne peut prendre les choses en main pour lui redonner le sourire. C'est vraiment ça. C'est une très, très belle question. Oui. Si on rentre plus peut-être dans les soins de santé, il est difficile de donner le nombre exact d'études sur la dysfonction érectile, mais on peut affirmer qu'il y a eu des milliers. Depuis le 30 juin 2023, donc il y a moins de 2 ans, il y a juste eu 387 essais cliniques qui ont été menés sur l'endométriose. Entre 1971 et 2021, il y a eu 16 211 études et documents de recherche qui ont été publiés par rapport aux dysfonctions érectiles. Donc on voit qu'il y a une inégalité entre les recherches faites sur l'anatomie féminine et l'anatomie masculine. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais j'aimerais bien juste savoir le lien de dysfonctionnement érectile par rapport aux agressions sexuelles. Parce que souvent ce qu'on voit, c'est quand une victime va aller par exemple chez un médecin, peut-être souvent il y avait par exemple un cas en France, une femme qui s'est fait violer sans même s'apercevoir. C'est son mari qui a planifié tout et ça s'est passé pendant des années. Donc elle s'est fait violer par plus de 50 d'hommes et c'était horrible. Quand on y va par exemple chez le gynécologue ou le médecin et on dit qu'on ne sent pas mal, on a peut-être parfois tendance de ne pas sentir écouté, d'avoir la conscience de voir que souvent c'est comme si on ne se fait pas entendre. Qu'est-ce que ça pourrait peut-être venir jouer peut-être chez les victimes? Vous comprenez? Oui, donc justement, c'est pour ça que je cherchais le lien avec le dysfonctionnement érectile et les agressions. Mais si tu me parles par exemple de victimes qui ont peur de n'être pas crues, en fait, parce qu'elles sont victimes. Oui, je peux comprendre parce que c'est quelque chose qui se passe dans l'intimité des humains. Un agresseur sexuel ne va pas venir à la vue de tous pour vraiment dire, ben là, j'agresse cette personne aujourd'hui. C'est sûr que c'est quelque chose que la personne ne pourra pas faire. Donc, oui, se disant que la victime, ça s'est passé, mettons, dans l'obscurité ou dans un endroit où personne ne nous a pas vus, alors effectivement, j'ai peur de ne pas être crue. Parce que c'est déjà arrivé que des personnes ne soient pas crues lorsqu'elles dénoncent. Et ça aussi, c'est quelque chose. C'est sûr que ça, c'est un aspect que je n'ai pas abordé lorsqu'il fallait parler de pourquoi les gens ne vont pas dénoncer. Ça revient, ça c'est une autre des raisons. C'est de la peur de ne pas être prise en considération. La peur de se dire, ben là, c'est n'importe quoi, c'est pas vraiment arrivé, ou bien, ben peut-être, ou même tu as consenti. Par exemple, si on prend le cas de cette dame qui a été agressée par son mari, je n'ai pas le nom en tête, mais c'est une histoire qui fait boule de neige ici dehors, dans le monde entier. La femme, il y en a même qui réclament le fait qu'elle reçoive le prix Nobel parce que longtemps, les femmes qui sont victimes ne veulent même pas, malgré le fait d'avoir dénoncé et porté plainte, ne veulent même pas se dévoiler. Elle a pris son courage à deux mains. Aujourd'hui, elle a plus de 70 ans. L'homme qu'elle a épousé, à qui elle a donné sa vie, le père de ses enfants, est allé chercher des personnes sur Internet, des inconnus pour la violer. C'est pas normal que ça arrive. Donc, tu te dis aussi, et puis de la droguer pour la violer, pour qu'elle ne soit même pas consciente de ce qui lui arrive. Comment savoir? Comment dénoncer? Alors, c'est difficile, là, ce cas-là. Tu mets un point sur quelque chose qui touche le monde. Et ça fait mal de savoir qu'une telle chose est arrivée à un être humain. Eh bien, de dire,
que oui, les personnes ne peuvent pas être crues, ben, c'est sûr que ça, c'est comme une peur qui arrive, qui hante toutes les personnes victimes. Et malheureusement, aussi d'avoir peur, de se dire, ben, si je m'en vais dire, qu'est-ce que mon agresseur va faire? Ouais. Peut-être qu'il va m'attaquer, peut-être que, tu sais, il y a beaucoup de craintes derrière la tête. Donc, ce sont des victimes elles-mêmes qui sont capables de savoir, une victime en tant que telle, pourquoi je n'arrive pas. Mais il y a plusieurs raisons. Mhm. Voilà. Croyez-vous qu'on parle peut-être, on parle assez des victimes masculines. On parle beaucoup des femmes, mais est-ce qu'on parle vraiment beaucoup peut-être des garçons, plus des garçons, des hommes, même des maris qui se font violer dans leur mariage? On n'en parle pas assez à mon avis. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que c'est pour ça que j'ai parlé au début des jeunes filles ou des jeunes garçons, parce que les gens se font abuser de toutes les manières possibles, que ce soit les femmes, les hommes. Je ne mets pas les hommes, je parle de genre, ça peut être n'importe qui là, qui se fait agresser. Les agresseurs vont juste chercher des victimes à des personnes plus fragiles psychologiquement pour abuser d'eux parce qu'ils savent que ces personnes-là vont pas avoir le courage d'aller dénoncer facilement. Mais les jeunes garçons en ont vécu. Les dames, c'est sûr que les dames, c'est plus facile de dire, ouais, c'est facile, elle est moins forte physiquement, donc c'est elle la victime. Mais honnêtement, on voit très bien qu'il y a des hommes victimes, que ce soit des victimes d'agressions physiques ou peut-être d'agressions sexuelles. Vous savez, moi, je suis en éducation et j'ai eu des enseignants qui abusaient des jeunes. Alors, dernièrement, ça fait même pas si longtemps que ça, j'écoute les nouvelles à chaque matin, puis il y a une dame, une enseignante, qui a abusé d'un jeune garçon à qui elle donnait des cours privés. Donc, elle donnait des cours privés parce qu'elle avait de la difficulté. Étant donné qu'elle était déjà enseignante de jeunes garçons à l'école, eh ben, elle a convaincu, bon, les parents étaient convaincus, étant donné qu'elle connaît bien les besoins de l'enfant, qu'elle serait capable de l'aider à réussir. Et on lui laissait l'enfant de s'en occuper, de l'aider à faire des devoirs, de donner des leçons. Mais malheureusement, aussitôt que les parents laissaient le jeune garçon avec la prof, ce qu'elle faisait, elle abusait du garçon. Jusqu'au jour où le petit garçon de 10 ans a eu le courage de dénoncer à sa mère qui voyait que le comportement de son enfant était bizarre et que quand la prof se présentait à la maison pour le chercher pour aller faire des cours, il ne voulait pas. Ou il se lavait trop les mains, ou toutes sortes de choses, voyez-vous. Le pauvre, il se faisait abuser, c'est un garçon, là. Et puis, aujourd'hui, la dame est condamnée, là. La justice a tranché. Elle est coupable, elle est en prison de nos jours où je vous parle. Je trouve ça terrible. Dernièrement aussi, des personnes en autorité qui abusent des jeunes. On a parlé du centre jeunesse à Laval. Est-ce que c'est à Laval ou à Pointe-aux-Trembles? Ou les jeunes qui sont confiés à la DPJ, par la DPJ dans un centre et encadrés par des intervenantes, ben, elles sont abusées. Ces jeunes, garçons, sont abusés par les intervenantes. Ça aussi fait boule de neige, là, ici à Montréal. C'est normal. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Là, on parle beaucoup des cas des jeunes filles, mais il y a aussi beaucoup de garçons qui vivent la même chose. Donc, c'est pour ça que, d'entrée de jeu, j'ai dit, c'est n'importe qui, n'importe quelle personne. Voilà. Donc, un petit point, je crois que c'est illégal de rester dans une classe fermée. Souvent, quand nous, on a des cours de sexualité à l'école, ils nous disent souvent de ne jamais rester seul dans une classe fermée avec un prof. Ben, c'est sûr, mais il y a des profs qui sont même dans la classe fermée, mais qui font vraiment leur cours. Ouais. Tout à fait, mais si... c'est pour ça que dans les écoles, vous voyez, il y a toujours un petit carré vitré sur la porte. Ouais. Si la porte est fermée, le carré est vitré, le prof n'a pas le droit de bloquer. Donc, c'est toujours visible.
Alors, ça, c'est très important. Donc, on peut fermer la porte avec l'enseignant dans la classe pour faire un travail les enseignants à 98% sont là pour s'assurer de la réussite scolaire de la jeune. Ils n'ont pas d'arrière-pensée, ils n'ont pas d'antécédents judiciaires, ils n'ont pas. Mais, comme on dit, il y a toujours des Il y a toujours mauvaises une graines. minorité, ouais. Voilà. Rokaya, tu peux participer avec nous. Il y a toujours de mauvaises graines qui se faufilent. Voilà. Rokaya, comme toi, tu es jeune à l'école, crois-tu qu'on nous offre un espace sain, sauf pour qu'on vienne parler de nos problèmes à l'école? Ouais, en fait, cela va dépendre. Est-ce que la personne dont on doit parler est digne de confiance et appréciée? Est-ce que la personne est amicale? Est-ce que la personne, elle écoute les gens ou bien elle fait juste ça parce qu'elle est obligée pour son job? Est-ce qu'elle aime son job? Est-ce que il y a plusieurs facteurs dont on doit considérer. Cela va dépendre en fait. Ça va dépendre de l'école, de la circonstance, de l'élève même, de la personne, ouais, qui peut se sentir un peu obligé ou bien a juste trop honte de faire face et admettre ce qui est passé. Si on rentre dedans plus, si on pousse à côté un petit peu le sujet, on rentre ce qu'on avait commencé, moi et Madame Dungui, sur les choix de carrière des filles et tout, est-ce que tu crois que des stéréotypes de genre viennent impacter tes choix de carrière? Oui, si tu viens d'une maison là où les femmes, c'est à la cuisine, ils vont faire le ménage et les hommes, c'est juste eux qui vont travailler, c'est sûr que ça va t'influencer à un moment donné, vu que tu es entouré de personnes comme ça et qui vont considérer normal, même te forcer à suivre le même chemin qu'eux. C'est pour ça que la personne qui va briser le cycle, c'est la personne la plus brave de toute la famille, même de tout l'entourage. Je suis complètement d'accord. Mais je t'écoute, je comprends très bien ce qu'elle dit. C'est important à un moment donné de briser cela. Si vous êtes élevé dans une famille où les parents la maman est contrainte, et de même peut-être pas qu'elle n'a pas la possibilité de penser parce qu'il faut savoir qu'on peut faire autrement. Donc si elle n'a pas la possibilité de penser, qu'elle peut avoir un autre type de rôle, un rôle plus participatif, qu'elle peut sortir, se former, contribuer financièrement, parce que le plus important, c'est d'avoir son épanouissement. Et l'épanouissement d'une femme passe par son indépendance. Donc, si la femme n'est pas capable d'être indépendante financièrement, elle va même pas y penser. Et elle a été élevée ainsi, elle va penser que c'est la façon de faire. Donc, c'est important, Rokaya l'a dit, de briser ce cercle-là. Ce cercle vicieux qui fait que, moi je vais le dire vicieux, je voudrais que chaque femme qui veut rester à la maison, que ce soit par choix, que ce soit pas la société qui le lui impose. Que je me dise, oui, je veux rester chez moi parce que je choisis que mon rôle, je veux l'assumer de cette façon-là, personnellement. Puis qu'un jour, il y en a qui choisissent, moi j'ai des enfants, je vais arrêter de travailler, je vais m'en occuper, puis un jour, je vais retourner pour le bien de mes enfants. Il faut que ce soit un choix personnel, pas imposé. Donc, le cercle dont elle parle, c'est important là. D'où aussi la mission de l'envol jeunesse auprès de jeunes filles. Tu vas à l'école, tu réussis ta vie. Ta vie, c'est pas juste d'avoir des diplômes. Ta vie, c'est de comprendre comment tu vas t'épanouir dans cette vie-là. Est-ce que c'est parce que tu veux plutôt travailler ou tu veux rester à la maison? Est-ce que il faut que ce cercle-là soit brisé? De savoir que de nos jours, on a le choix et que les portes s'ouvrent à nous pour choisir ce que nous voulons en fonction de ce que nous pensons être bien pour nous-mêmes. Parce que pour aimer les autres ou pour avancer, il faut commencer par être toi et avoir confiance en soi-même. Et de prendre ses propres décisions. J'insiste là-dessus parce que si l'éducation familiale te fait comprendre que ta place est
dans la maison, tu comprends bien en allant à l'école. Pourquoi donc tu vas à l'école? Parce qu'en allant à l'école, c'est pour te former, devenir compétente et de prendre part à la société dans laquelle tu vis. Donc, si tu ne peux pas prendre part, c'est un autre problème. Mais si tu penses que c'est en t'assoyant à la maison, élever tes enfants qui te permettent de prendre part à la société, c'est une vision. Parce que c'est vrai aussi. Mais il ne faut pas que tu penses que si je fais ça, c'est parce que je veux que ma fille qui est avec moi, qu'elle fasse pareil. Il faut que je choisisse de l'aider à devenir une bonne citoyenne qui contribue à la société. Ouais, c'est exactement ce qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui vient contribuer à la société, quelqu'un qui prend part de ses propres responsabilités et ses droits. Ouais. Exactement. Donc, c'est ce qu'il faut. Donc, moi, pour conclure, j'ai une dernière question pour vous deux. Si vous avez un message à passer aux victimes d'agressions sexuelles ou à des filles, des petites filles ici, ça serait quoi? Pour moi, ça serait juste courage. On ne le dit pas assez souvent, mais les personnes qui vont venir et pointer du doigt leur agresseur sont les personnes parmi les plus braves, parce que il y a plusieurs facteurs, la honte, la dépression, plusieurs choses qui vont venir retenir la victime. Et le fait qu'elle va sortir de sa honte, de sa dépression, de tout ça, juste pour pointer du doigt la personne qui lui a agressé, elle est admirable, la personne, le ou la personne. Vous avez quelque chose à ajouter? Ben, tout à fait. Moi, je dirais que toute personne agressée doit avoir le courage de dénoncer. C'est la seule issue de se sentir mieux. Parce que tant aussi longtemps que les agresseurs courent dans les rues, mais il y aura toujours plus de victimes. Alors, à chaque fois qu'on en dénonce un et qui s'est fait prendre, ça fait un agresseur de moins dans nos rues et ça fait des victimes de moins dans notre vie. Donc, je dirais à toutes les victimes, peu importe ce qui va arriver, trouvez une personne en qui vous avez confiance, allez dénoncer vos agresseurs parce que c'est pas normal que vous soyez agressés. C'est ce que je vais demander aux victimes de faire. C'est ce que je dis. Moi, pour conclure, arrêtez de vous imposer aux gens sans leur consentement. Non veut dire non. No means no. Na, manena. Donc, en tant que société, il faudrait se demander, offrons-nous un espace sûr aux victimes pour venir dénoncer. Sinon, il faut qu'on fasse mieux. Et pour continuer, rappelez-vous, de l'aide est toujours disponible. Il y a la ligne d'écoute pour les victimes d'agressions sexuelles au Canada qui est le 1-866 606 7233. Il y a Jeunesse j'écoute qui est le 1-800 668 6868 qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et les services de crise Canada qui est le 1-833 456 4566 ou le texto qui est 45645. C'est ligne offre du soutien aux victimes. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Si vous, quelqu'un que vous connaissez a été victime d'agression sexuelle, n'hésitez pas à demander de l'aide, comme on le répète, et à toutes les survivantes, car c'est ce que vous êtes, des survivants et des survivantes. Ici à l'Envol Jeunesse, nous vous souhaitons le meilleur et espérons que vous trouverez un peu de paix après l'enfer que vous avez traversé. Rendez-vous à la prochaine émission qui est le 26 janvier 2025 à 13h au même endroit. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et allez voir notre site pour savoir ce qui se passe à l'Envol Jeunesse et toujours rester à bout de nos nouvelles. Merci beaucoup et on aimerait remercier encore une fois Ngas TV et à nos auditeurs. Bye, à la prochaine. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et CanalSat. Des dépôts bancaires, recharge de cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent.
Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 595 23 +1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit, fiable et rapide.